Le collier effleura sa peau, et tout explosa. Le métal froid contre sa chair chaude créa une étincelle, non pas physique, mais spirituelle. Comme si 275 années de distance s'évanouissaient en un millième de seconde. Camille sentit ses genoux flancher, incontrôlablement. Elle s'effondra sur le sol de marbre de l'hôtel particulier, avec un impact qui aurait dû être douloureux, mais ne le fut pas, parce que la douleur était autre. Elle était ancienne, profonde, celle d'une âme reconnaissant son histoire. Ses mains agrippèrent le collier de perles anciennes, comme si elle reconnaissait chaque courbe, chaque perle, chaque détail de l'or vieilli, comme si ses doigts avaient déjà touché ces mêmes perles, 1000 fois auparavant, comme si sa peau gardait en mémoire cellulaire chaque millimètre de cet objet. Et alors elle poussa un cri, non pas un cri de douleur physique, un cri viscéral de reconnaissance, de mémoire libérée, de 275 années d'oubli, déchirée, anéantie, détruite en une unique seconde. Impossible. Mathieu, ils m'ont tué à cause de toi. Les mots ne venaient pas de son esprit. Ils venaient de quelque chose de plus profond, de son âme, dans un français ancien qu'elle n'avait jamais appris, avec un accent d'une autre époque, une intonation de désespoir qui avait traversé les siècles. Sébastien Royer se figea. Chaque muscle de son corps se contracta, chaque cellule en alerte maximale. Il n'avait jamais dit à personne que son deuxième prénom était Mathieu. C'était inscrit sur son acte de naissance. Mais il utilisait seulement Sébastien, toujours, avec tout le monde. Comment le savait-elle? Et pourquoi ce nom, dans cette voix, avec cet accent ancien? Ça sonnait-il si familier, si juste, comme un souvenir qu'il ne devrait pas avoir, mais qu'il avait? Il ne savait pas que ce collier portait une promesse séculaire. Elle ne savait pas que son âme avait attendu 275 ans pour sentir ce métal effleurer à nouveau sa peau. Mais à cet instant précis, un après-midi de mardi, dans un hôtel particulier à Paris, deux âmes se reconnaissaient à travers un objet qui avait survécu à la mort, au vol, au temps. Camille Moreau avait 31 ans et une fille de 8 ans. Elle travaillait comme femme de ménage depuis ses 15 ans, nettoyait les maisons des riches, servait des repas à des gens qui n'apprenaient jamais son nom, dormait dans une chambre de bonne, si petite qu'elle pouvait à peine contenir un lit et un matelas pour sa fille à même le sol. Elle n'avait jamais connu le luxe, jamais eu de bijoux, jamais rien eu d'autre que du travail, de la fatigue et de l'amour pour sa fille. Sébastien Royer avait 42 ans et une entreprise de joaillerie et d'antiquités qui valait des millions. Il collectionnait les pièces rares, parcourait le monde à la recherche de trésors historiques, vivait seul dans un hôtel particulier de 10 pièces, ne s'était jamais marié, n'avait jamais laissé personne entrer vraiment dans sa vie. Il avait plus confiance dans les objets anciens que dans les gens. 3 semaines auparavant, il avait acheté ce collier, lors d'une vente aux enchères d'antiquités à Londres, pièce datée de 1750, perles rares, or travaillé à la main. Origine, France d'Ancien Régime. Propriétaire originel, inconnu. Valeur, 40 000 €. Mais ce n'était pas la valeur qui avait attiré Sébastien. C'était autre chose. Lorsqu'il avait vu ce collier dans le catalogue de la vente aux enchères, il avait senti une oppression dans sa poitrine, un besoin inexplicable de le posséder. Il avait dépensé le double de la valeur estimée, et quand le collier était arrivé entre ses mains, il avait passé des heures, juste à le regarder, à sentir son poids, à sentir l'histoire, à sentir quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer. Camille était entrée dans sa vie il y a 1 mois. L'agence de nettoyage l'avait envoyée pour remplacer l'ancienne femme de ménage. Elle était arrivée timide, trop mince, avec des yeux fatigués, mais doux. Sébastien l'avait à peine remarqué. Il lui avait juste montré ce qu'il fallait nettoyer et était retourné à son bureau. Mais quelque chose d'étrange avait commencé à se produire. Chaque fois que Camille était dans l'hôtel particulier, Sébastien ressentait une paix étrange, un calme, qu'il n'avait jamais ressenti. Il se surprenait à chercher des excuses pour passer dans la pièce où elle travaillait, l'entendait fredonner doucement, des chansons anciennes, pendant qu'elle nettoyait, et cette voix,
Cette voix l'apaisait d'une manière qu'il ne parvenait pas à expliquer. Camille ressentait la même chose. Chaque fois qu'elle voyait Sébastien, une oppression dans sa poitrine, une familiarité impossible, comme si elle connaissait cet homme depuis des siècles, comme si elle lui devait quelque chose, comme si son âme reconnaissait quelque chose que son esprit ne comprenait pas. Avez-vous déjà eu l'impression de connaître quelqu'un que vous venez de rencontrer? Avez-vous déjà ressenti une connexion inexplicable avec un objet que vous n'avez jamais vu auparavant? Camille et Sébastien étaient sur le point de découvrir que certains objets ne sont pas simplement des choses, ce sont des portails, des porteurs de souvenirs, des gardiens de promesses qui transcendent les vies. Ce mardi en particulier, Sébastien avait fait quelque chose d'impulsif, quelque chose qui n'avait aucun sens, même pour lui. Il avait pris le collier de 1750, le collier qu'il avait acheté 40 000 €, et avait décidé de l'offrir à Camille. Pourquoi? Il ne savait pas. Il savait juste qu'il en avait besoin, que ce collier appartenait à elle. D'une manière impossible et irrationnelle, ce collier l'appelait. « Camille », dit-il, quand elle arriva pour travailler ce jour-là, « j'ai quelque chose pour vous ». Elle s'arrêta, confuse, regarda la boîte dans ses mains. « Monsieur Royer, je ne peux pas accepter de cadeau. Ce n'est pas approprié. S'il vous plaît. » Il ouvrit la boîte. Le collier de perles et d'or brilla sous la lumière. « Acceptez-le. Simplement. » Camille regarda le collier, et quelque chose d'impossible se produisit. Avant même de le toucher, avant même de s'en approcher, elle le sentit, le reconnut, comme si cet objet faisait partie d'elle. « Je connais ça », murmura-t-elle, et ça n'avait aucun sens. Comment pouvait-elle le connaître? Elle n'avait jamais vu ce collier de sa vie, jamais eu accès à des bijoux comme ça, mais d'une manière ou d'une autre, elle savait. Elle connaissait le poids exact, savait comment il serait sur son cou, connaissait chaque détail de ses perles. Sébastien s'approcha, plaçant le collier autour de son cou. Ses doigts touchèrent à sa nuque, en fermant le fermoir. Un frisson parcourut les deux, et quand le collier toucha enfin sa peau, quand le métal ancien rencontra la chair, tout explosa. Camille tomba, cria, agrappa le collier à deux mains, et les visions l'envahirent. 1750, Lyon. Un petit atelier de joaillier, odeur de charbon brûlé mélangé à du métal chauffé, mur d'adobe avec des outils suspendus à des crochets de fer, lumière entrant par une étroite fenêtre créant un unique rayon de soleil qui illumine l'établi. Là, Mathieu, 28 ans, main calleuse usée par des années à façonner le métal, cheveux noirs attachés en arrière, tablier de cuir taché de cendre. Il travaillait sur un collier. Pas n'importe quel collier, le collier. Chaque perle roulait entre ses doigts avant d'être choisie. Il en sentait le poids, testait la luminosité contre la lumière, rejetait 9 perles sur 10, parce que l'imperfection n'était pas une option, pas pour elle. L'or venait d'une mine locale, le plus pur qu'il ait pu acheter. Il l'avait fait fondre 3 fois, jusqu'à obtenir l'alliage exact. Il avait façonné à la main chaque maillon de la chaîne. Chaque courbe devait s'enchaîner parfaitement. 3 mois, 90 jours à travailler chaque nuit, après avoir honoré les commandes. Qui payait le loyer? Elle avait dépensé chaque centime économisé en 5 ans. Mais ça valait le coup. Mon Dieu, combien ça valait le coup? Parce que c'était pour Camille. Et là, de l'autre côté de l'étroite rue pavée, observant à travers une fenêtre aux grilles en fer forgé, elle était là, Camille de Montoya, 19 ans. Une robe de soie bleu clair avec des broderies argentées sur les manches. Un collier d'émeraude autour du cou, offert par son père pour son dernier anniversaire. Des boucles d'oreilles en or et en perles. Mais aucun bijou coûteux n'avait d'importance, parce que ce qu'elle voulait, ce qu'elle désirait avec une ferveur brûlante, c'était ce modeste joaillier de l'autre côté de la rue. Elle inventait des excuses, disait à la femme de ménage qu'elle avait besoin de faire réparer une bague, qu'elle devait faire évaluer une broche, qu'elle devait se renseigner sur une commande. Tout était mensonge. Elle voulait juste voir Mathieu, voir ses mains travailler, voir la concentration sur son visage,
voir l'homme qu'elle aimait en secret et avec péché. La vision changea brutalement. C'était la nuit. Une pleine lune illuminant un jardin caché à l'arrière de l'hôtel particulier des Montoya. L'odeur du jasmin et des roses. Le son de l'eau coulant dans une fontaine de pierre. Camille portait une robe simple, sans bijoux, pieds nus. Ses cheveux dénoués dans son dos. Elle attendait. Et alors Mathieu apparut. Il escalada le mur de pierre, risquant d'être vu par les gardes. Il tomba de l'autre côté, haletant mais souriant, et courut vers elle. L'étreinte fut longue, désespérée, comme si les deux savaient que c'était emprunté, que ça ne durerait pas, que la société et le destin conspiraient contre eux. « J'ai quelque chose pour toi », murmura Mathieu. Il sortit une petite boîte en bois de sa poche, l'ouvrit. Et là, sous la lune, le collier brilla. Des perles parfaitement alignées semblaient capturer la lumière lunaire et la renvoyer plus doucement. De l'or travaillé en des motifs délicats de feuilles et de fleurs entrelacées. C'était la chose la plus belle que Camille ait jamais vue. Ce collier est ma promesse. Mathieu le plaça autour de son cou avec des mains tremblantes. Quand tu le porteras, tu te souviendras que je t'aime, que je t'aimerai toujours. Et si quelque chose nous sépare dans cette vie, Camille, je le jure sur mon âme, ce collier nous connectera dans la prochaine, et dans la prochaine, et dans toutes celles qui viendront, jusqu'à ce que nous ayons notre fin heureuse. Elle pleura, l'embrassa avec passion et désespoir, et murmura, « Je le promets aussi, je porterai ce collier jusqu'à ma mort, et quand je mourrai, je te retrouverai de l'autre côté, et s'il y a d'autres vies, je te reconnaîtrai à travers lui, toujours. » La vision se déchira violemment. Maintenant, c'était le jour. Un soleil fort. Une salle luxueuse dans la maison des Montoya. Le comte Ramon de Montoya, un homme de 50 ans avec une barbe grisonnante et des yeux durs, tenait une lettre. Son visage était rouge de colère. À côté de lui, un domestique confessait en larmes. « J'ai vu mademoiselle rencontrer le joaillier, monseigneur, la nuit, dans le jardin. Pardonnez-moi, mais j'ai pensé que vous deviez savoir. » Le comte froissa la lettre, rugit, cassa un vase contre le mur. « Comment ose-t-elle? Comment ma fille ose-t-elle me déshonorer ainsi? Avec un artisan? Un moins que rien ?» Il appela les gardes. 6 hommes armés entrèrent. « Arrêtez Mathieu Royer, le joaillier de la rue des Lilas. Arrêtez-le et exécutez-le, immédiatement. Je ne veux pas de procès. Je ne veux pas de spectacle. Je veux juste qu'il disparaisse. » Les hommes sortirent, et Camille, qui avait tout entendu caché derrière la porte, s'effondra, cria, courut vers sa chambre, s'enferma, et serra le collier si fort qu'elle en fit saigner ses mains. La vision suivante fut brutale. Une cellule sombre, humide, l'odeur de moisi et d'urine. Mathieu enchaîné au mur de pierre, le visage meurtri pour s'être battu contre les gardes. Mais la lutte avait été inutile. 6 contre 1, ce n'est pas un combat, c'est un massacre. Il savait que c'était la fin. Il avait entendu les gardes parler, demain à l'aube, exécution rapide, sans cérémonie. Il serait effacé de l'histoire comme s'il n'avait jamais existé. Mais une certitude le calmait. Camille avait le collier, et tant qu'elle l'aurait, ils seraient connectés. Âme avec âme, vie avec vie. La mort ne les séparerait pas. Elle ne ferait que les mettre en pause jusqu'à leur prochaine rencontre. La dernière vision fut la plus douloureuse. La chambre luxueuse de Camille. 2 semaines après l'exécution de Mathieu. Elle était allongée sur le lit. Pâle, maigre, les yeux cernés. Le collier toujours autour du cou, jamais enlevé, même pour se laver. Elle avait refusé toute nourriture, toute eau, toute aide. Les médecins avaient essayé. Le prêtre avait essayé. Le comte avait imploré. Mais elle regardait simplement le plafond et pleurait en silence. Et par un froid matin de septembre, alors que le soleil commençait à peine à se lever, Camille de Montoya prit son dernier souffle. Ses mains serrant le collier, ses lèvres bougeant dans une prière finale. « Mathieu, ce collier nous connectera, je le promets. Quand tu reviendras, quand je reviendrai, nous nous retrouverons grâce à lui, parce qu'un amour comme ça ne meurt pas.
Il attend juste sa prochaine chance. Je t'aime. Pour toujours. » Et elle ferma les yeux pour la dernière fois. Elle avait 19 ans. Mathieu en avait 28. 2 vies détruites par les préjugés. 2 âmes séparées par l'orgueil et la classe sociale. Mais une promesse faite. Une promesse qui prendrait 275 ans à se réaliser. Mais qui serait réalisée? Camille revint au présent, haletante. Des larmes coulaient sans contrôle. Sébastien était agenouillé à côté d'elle, la tenant, terrifié. « Camille, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien ?» Elle le regarda et vit Mathieu. Vit le visage qu'elle avait aimé il y a 275 ans. Vit l'homme qui était mort pour l'aimer. Vit tout. « Tu es mort, » murmura-t-elle. « Ils t'ont tué pour m'aimer. Et je suis morte aussi. Je n'ai pas pu vivre sans toi. » Sébastien se figea. « Quoi? De quoi tu parles? » « Le collier. » Camille le retira de son cou avec des mains tremblantes, le regarda avec révérence. « Ce collier, tu l'as fait pour moi. En 1750, tu étais joaillier, Mathieu. Ton nom était Mathieu. Comment tu connais mon 2e prénom? » Sébastien recula. « Je ne te l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit à personne. Parce que je me souviens. Mon Dieu, je me souviens de tout. » Camille serra le collier contre sa poitrine. « Tu as mis 3 mois à faire ça. Tu as dépensé tout ce que tu avais. Tu me l'as donné dans un jardin sous la lune. Et quand mon père a découvert, il a ordonné qu'on te tue. Et je suis morte de chagrin 2 semaines plus tard. C'est de la folie. » Sébastien se leva, passa ses mains dans ses cheveux. « Tu as cogné ta tête. Tu es en état de choc. Alors comment je sais pour Mathieu? Comment je sais que tu as une tache de naissance sur ton épaule droite en forme de croissant de lune? Comment je sais que ta couleur préférée est le vert foncé parce que ça te rappelle les arbres de Lyon où tu as grandi? » Sébastien se figea à nouveau, parce que tout cela était vrai. Il avait la tache. Le vert foncé était sa couleur préférée. Et il avait grandi à Lyon. Mais comment elle savait? « Prouve-le, » dit-il finalement. « Si c'est réel, prouve-le. » Camille regarda le collier, le tourna lentement. Sébastien n'avait jamais regardé à l'intérieur, n'avait jamais pensé à chercher. Mais Camille savait. Elle savait exactement où chercher. Elle pointa. Là, sur la partie interne du fermoir. Si petit qu'il faut une loupe, mais c'est là. M+C éternel, 1750. Sébastien prit le collier, sorta sa loupe de sa poche et regarda. Et là, en lettres minuscules gravées dans l'or, exactement où elle l'avait dit. M+C éternel, 1750. Il laissa tomber la loupe, regarda Camille. Pour la femme de ménage qui nettoyait son hôtel particulier, pour la femme qu'il connaissait depuis à peine 1 mois, et il a vu. Il a vu Camille. Il a vu la femme que Mathieu avait aimée il y a 275 ans. Il a vu la propriétaire du collier. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il. « Je ne sais pas. » Camille essuya ses larmes. « Je sais seulement que c'est réel. Ce collier a attendu 275 ans. Il a traversé des tombes, des voleurs, des ventes aux enchères, des milliers de mains, jusqu'à arriver à vous, pour que vous me trouviez, pour que vous me rendiez ce qui a toujours été à moi. Si cette histoire vous touche, si ces mots vous font remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la destinée, la vie et la mort, alors soyez attentifs. Parce que ce qui va suivre va prouver que certains objets ne sont pas de simples choses. Ce sont des témoins, ce sont des gardiens, ce sont des promesses physiques d'amour que la mort n'a pas réussi à détruire. Sébastien resta éveillé toute la nuit, à fouiner, à investiguer, à traquer la moindre information sur ce collier, sur Mathieu Royer, sur Camille de Valois. Et il trouva des registres historiques de Lyon. 1750. Le comte Armand de Valois avait une fille. Camille Marie de Valois, morte à 19 ans. Cause du décès, chagrin. Enterrée avec ses bijoux, dont un collier de perles et d'or. D'autres registres. Joaillier local, Mathieu Royer, mort à 28 ans. Cause, exécution ordonnée par le comte de Valois. Crime, approche inappropriée de la fille du comte. Sébastien lut et relut. Les dates, les noms,
Tout concordait. Chaque détail que Camille avait raconté était documenté, réel. Mais il y avait plus. La tombe de Camille avait été profanée en 1920. Des voleurs ont dérobé les bijoux. Le collier disparut pendant des décennies. Réapparu dans une collection privée en 1960. Changea de main à plusieurs reprises. Jusqu'à arriver à la vente aux enchères de Londres. Jusqu'à arriver à Sébastien, 275 ans. Le collier voyagea pendant près de 3 siècles. À attendre, à chercher, jusqu'à trouver le chemin de retour vers sa véritable propriétaire. Le lendemain matin, Camille ne se présenta pas au travail. Sébastien attendit, anxieux. Il appela son numéro. Personne ne répondit. Il pensa à aller la chercher, mais il ne savait pas où elle habitait. Il connaissait seulement son nom et qu'elle avait une fille. L'après-midi, elle finit par arriver. Les yeux gonflés d'avoir pleuré, le visage pâle, les mains encore tremblantes. « Je suis désolée pour le retard, monsieur, » dit-elle formellement. « Je ne me sentais pas bien. » Camille. Sébastien s'approcha. « Nous devons parler de ce qui s'est passé hier. » « Il ne s'est rien passé. » Elle détourna le regard. « J'ai eu un épisode. Du stress. Trop de travail. C'est passé. Vous m'avez raconté des choses que vous ne devriez pas savoir. Vous avez décrit des personnes qui ont vécu il y a 275 ans. Vous connaissiez la gravure sur le collier, que même je ne savais pas qu'elle existait. C'était une coïncidence. Ce n'en était pas une. » Sébastien posa doucement ses mains sur ses épaules. « Et vous savez que ce n'en était pas une, parce que vous avez vu. Vous vous êtes souvenu. J'ai fait des recherches toute la nuit. Tout ce que vous avez dit est réel. Mathieu Royer a existé. Camille de Valois a existé. Le collier était dans sa tombe, et il a été volé. » Camille finit par le regarder. De nouvelles larmes jaillirent. « Alors vous croyez, vous croyez que je suis elle, que vous êtes lui. Je ne sais pas ce que je crois. » Sébastien la lâcha. « Je sais seulement que quelque chose d'impossible est en train de se produire, et je dois comprendre. J'ai d'autres visions. » Camille s'assit sur le canapé. « Depuis hier, à chaque fois que je ferme les yeux, je vous vois fabriquer ce collier. Je vois chaque perle être choisie, chaque courbe de l'or être façonnée. Je vous vois travailler pendant des mois, juste pour avoir quelque chose d'assez parfait pour moi. » Sébastien s'assit à côté d'elle. « Et que voyez-vous d'autre? Je nous vois tous les deux. Nous nous rencontrions en cachette, parce que mon père n'aurait jamais approuvé. Vous étiez un artisan pauvre. J'étais la fille d'un comte, mais cela n'avait pas d'importance. Je vous aimais, et vous m'aimiez. Ce collier était votre promesse, quand vous me l'avez donné. Vous avez dit qu'il nous connecterait pour toujours, que si quelque chose nous séparait dans cette vie, il nous retrouverait dans la prochaine. Et ils se sont séparés. Mon père a découvert. Camille se couvrit le visage. Il a envoyé des hommes. Ils vous ont traîné. Ils vous ont jeté dans une cellule. Ils vous ont tué pour avoir osé aimer quelqu'un au-dessus de votre classe. Et je n'ai pas supporté. J'ai arrêté de manger. J'ai arrêté de vivre. 2 semaines plus tard, je suis morte dans ma chambre, portant toujours le collier, parce que c'était tout ce qui restait de vous. Ils restèrent silencieux. Le poids de 275 ans entre eux. 2 vies détruites par les préjugés de classe. 2 amours que la mort n'a pas tués. Je dois vous montrer quelque chose, dit finalement Sébastien. Quelque chose que j'ai trouvé ce matin. Il prit l'ordinateur portable, ouvrit des images, des registres qu'il avait trouvés dans les archives numériques du musée historique de Lyon. Là, il y avait un portrait de 1749, Camille de Valois à 18 ans, et à son cou, clair comme le jour, le collier, cet exact collier de perles et d'or. Camille regarda l'image, regarda son propre visage reflété sur l'écran. Les similitudes étaient impossibles à ignorer. Mêmes yeux, même forme de visage, même expression douce. « C'est nous », murmura-t-elle. « Mon Dieu, c'est réellement nous. » Mais accepter cela signifiait accepter l'impossible. Cela signifiait croire à la réincarnation, aux âmes qui reviennent, aux objets qui portent des mémoires à travers les siècles. Et Sébastien, homme de science et d'affaires,
luttait contre chaque fibre de rationalité qu'il possédait. « Il doit y avoir une explication logique, dit-il, en fermant l'ordinateur portable. Vous avez peut-être vu ce portrait avant, dans un livre, en ligne. Et vous avez créé une fantaisie basée sur cela. Je n'ai jamais eu accès à des livres comme ça. » Camille se leva. « J'ai à peine fini le collège. Je travaille depuis mes 15 ans. Je ne suis jamais entré dans un musée de ma vie. Comment aurais-je pu voir un portrait obscur de 1749 d'une femme que personne ne connaît ?» Sébastien n'avait pas de réponse. Il passa ses mains dans ses cheveux, frustré. « Je ne veux pas croire à ça, » admit-il, « parce que si c'est réel, cela signifie que je vous ai perdu, que je n'ai pas réussi à vous protéger, que je suis mort et que je vous ai laissé seul à souffrir. Et vous êtes morte à cause de moi. Ce n'était pas votre faute. » Camille s'approcha. C'étaient les préjugés. C'était la société qui disait que l'amour devait respecter la classe sociale. C'était mon père qui préférait me voir morte plutôt qu'heureuse avec quelqu'un de pauvre. Mais j'aurais dû me battre plus. J'aurais dû. « Vous êtes mort, Mathieu. » Camille prit son visage dans ses mains et sa voix changea, devint plus ancienne, plus fatiguée. « Ils vous ont tué et il n'y a pas eu de combat possible. Et je suis morte parce que vivre sans vous, ce n'était pas vivre. C'était seulement respirer. Et respirer sans but. Ce n'est qu'une agonie prolongée. » Sébastien la regarda dans les yeux. Et pendant une seconde, il vit. Il vit Camille. Il vit la douleur d'il y a 275 ans. Il vit l'amour qui avait survécu à la mort. Mais alors, il cligna des yeux. Et elle était Camille à nouveau. Femme de ménage de 31 ans, mère célibataire, femme qu'il connaissait depuis un mois. « J'ai besoin de temps, » dit-il, « pour digérer ça, pour comprendre. Je comprends. » Camille recula. « Je vais partir. Vous n'avez pas besoin de me payer pour aujourd'hui. » « Non, Camille, » il l'arrêta. « Reste, s'il te plaît. Juste reste. » Et elle resta. Les jours suivants, quelque chose d'étrange se produisit. Camille continua de travailler à l'hôtel particulier, mais la dynamique avait changé. Mathieu ne l'évitait plus. Il passait du temps avec elle, lui posait des questions sur sa vie, sur les visions, sur ce dont elle se souvenait. Et Camille racontait tout, sur son enfance pauvre dans un quartier difficile, sur le fait de travailler depuis l'enfance, sur le fait de tomber enceinte à 22 ans d'un homme qui avait disparu, sur le fait d'élever sa fille seule, sur le fait de n'avoir jamais eu autre chose que du travail acharné et de l'amour pour son enfant. Et en écoutant, Mathieu percevait les parallèles. Catherine avait vécu dans le luxe. Camille vivait dans la pauvreté, comme si la vie compensait, équilibrant, lui donnant l'expérience opposée. Et lui, Mathieu avait été pauvre. Mathieu était riche. Inverse aussi, équilibré aussi. Le destin a un sens de l'ironie, commenta-t-il un jour, ou un sens de la justice, répondit Camille. Peut-être avions-nous besoin de vivre des vies opposées pour comprendre. Tu avais besoin de ressentir le pouvoir que le père de Catherine avait. J'avais besoin de ressentir la pauvreté que Mathieu avait. Cela avait du sens d'une manière étrange et poétique, mais il manquait encore quelque chose. Mathieu avait besoin de plus de preuves. Il avait besoin de quelque chose de concret au-delà des visions et des coïncidences. Et alors, il trouva. Il examinait les papiers qu'il avait achetés avec le collier lors de la vente aux enchères. Certificat d'authenticité. Historique des propriétaires. Et là, sur une feuille jaunie. Quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. C'était un inventaire de la tombe de Catherine faite avant le vol. Une liste de tous les bijoux enterrés avec elle. Et avec le collier de perles et d'or, il y avait un autre objet, un bracelet en or avec une inscription. L'inscription disait « Pour Catherine », avec un amour éternel, Mathieu. Et la description du bracelet incluait un détail, des détails gravés en forme de petites fleurs tout autour. Mathieu se figea. Des fleurs. Camille avait une tache de naissance. Où? Sur l'épaule gauche, en forme de métaux fleurs, Camille. Il l'appela. Elle nettoyait la bibliothèque. « Viens ici. »« Oui, monsieur, ta tache de naissance, celle sur l'épaule gauche, peux-tu me la montrer ?» Elle hésita. « C'est inapproprié. »« Monsieur,
S'il te plaît. C'est important. Camille le regarda. Elle vit l'urgence. Lentement. Elle baissa la bretelle de son uniforme. Et là, sur son épaule gauche, il y avait une tache de naissance en forme de 3 petites fleurs entrelacées. Mathieu compara avec la description sur le papier. Identique. Exactement les mêmes fleurs qui étaient gravées sur le bracelet que Catherine portait. Elle avait cette marque de son vivant. Il murmura « Catherine ». Et elle a fait faire un bracelet avec le même dessin. Comme si elle savait. Comme si elle voulait laisser un signe. Camille regarda sa propre marque. « J'ai toujours trouvé ça étrange. Ça semble trop détaillé pour être naturel. Trop parfait. Comme si quelqu'un l'avait dessiné. Ce n'est pas une coïncidence. » Mathieu lui montra le papier. « C'est ici. Documenté. Le bracelet qu'elle portait avait ses fleurs exactes. Et tu es né avec elle sur la peau. C'est comme si ton âme portait la mémoire. Comme si le corps se souvenait. » Ils se regardèrent. Une preuve de plus. Une évidence de plus impossible à ignorer. « Que ferais-tu » demanda Mathieu. « Si un collier de 275 ans apparaissait dans ta vie, si une personne que tu connais à peine commençait à te raconter des détails d'une vie que tu n'as jamais vécue, mais que tu sens avoir vécue, si chaque preuve pointait vers quelque chose que la science dit être impossible, commentez ci-dessous. » Parce que Mathieu et Camille étaient sur le point de découvrir qu'accepter la vérité n'était que le commencement. Mathieu commença à avoir des rêves, toutes les nuits, des rêves trop vifs pour n'être que des rêves. Il se sentait dans un autre corps, plus jeune, plus fort, des mains calleuses à force de travailler le métal, l'odeur du feu de forge, le son du marteau frappant l'or, et là, toujours là, Catherine, entrant dans l'atelier avec des excuses sur le besoin de réparation sur des bijoux, mais tous deux connaissèrent la vérité. Elle venait pour le voir, et il vivait pour ces moments volés. Une nuit. Mathieu se réveilla en pleurant. Le rêve avait été différent. C'était le jour où Mathieu avait offert le collier à Catherine. Il avait vu chaque détail. Le jardin caché, la pleine lune, sa nervosité, sa joie, la promesse. Et quand il se réveilla, il savait. Ce n'était pas un rêve, c'était un souvenir. Son âme se souvenait. Son âme reconnaissait. Le lendemain matin, il appela Camille. « Tu es libre aujourd'hui ? C'est mon jour de congé. Pourquoi ? J'ai besoin de t'emmener quelque part. J'ai besoin de te montrer quelque chose. Où ? À Lyon, d'où tout a commencé. » Ils voyagèrent 5 heures en voiture. Mathieu conduisant. Camille, silencieuse à côté. Le collier gardé dans une boîte sur la banquette arrière. Quand ils arrivèrent à Lyon, la ville avec des rues pavées et des églises anciennes, quelque chose d'étrange se produisit. La voiture descendait encore la colline. Camille regardait par la fenêtre et des larmes commencèrent à couler. « Je connais cet endroit, » murmura-t-elle. « Cette colline là-bas. Il y a une ancienne mine d'argent. Mon père, le père de Catherine, en possédait une partie. Et cette rivière, le Rhône. Je jouais sur ces berges quand j'étais enfant. Avant de devenir dame de compagnie, Mathieu se gara dans le centre historique. Rues pavées étroites, maisons colorées, certaines peintes en jaune moutarde, d'autres en terre cuite, certaines en bleu délavé par le temps, balcons en fer forgé, fenêtres avec des grilles ouvragées, églises baroques aux façades ornées. Le temps s'était arrêté là, ou plutôt, avait continué comme il y a 275 ans. Camille sortit de la voiture, tremblante. Chaque coin de rue était familier, chaque pierre reconnue. Mathieu la suivit en silence, laissant-la guider. Elle s'arrêta devant une maison spécifique, grande, 3 étages, peinte en jaune avec des détails blancs, balcon en fer noir avec des motifs de fleurs. Une plaque disait « Hôtel Royer, patrimoine historique, 1730 », celui avec le balcon en fer au 2e étage. Camille montra du doigt d'une main tremblante. C'était ma chambre, la fenêtre de gauche. Je me réveillais avec le soleil qui la frappait.
Je voyais le jardin derrière de là, et je voyais. Elle se tourna vers l'autre côté de la rue. Là, ce petit bâtiment, avec une porte en bois bleu. Mathieu suivit son regard. C'était un bâtiment plus petit, 2 étages. Le rez-de-chaussée avait une large porte. Le premier étage avait 2 petites fenêtres. Il était abandonné. La peinture écaillée. Mais la structure restait. Là, c'était mon atelier. Il murmura. Et ce n'était pas un souvenir de lui. C'était celui de Mathieu, envahissant. Prenant le contrôle, je travaillais au rez-de-chaussée. Je vivais à l'étage. 2 petites fenêtres. Une donnait sur la rue, l'autre sur la cour derrière où je séchais des herbes. Et de la fenêtre de la rue, je voyais ton balcon. Je te voyais apparaître le matin. Je te voyais te coiffer. Et ma journée commençait en sachant que tu existais. Ils restèrent immobiles, au milieu de la rue, entre l'hôtel de Catherine et l'atelier de Mathieu, entre passé et présent, entre des vies séparées par des siècles, mais connectées par un amour qui refusait de mourir. « Allons marcher », dit Camille finalement. Ils marchèrent lentement, ruelles pavées de pierres irrégulières, des marches usées par des siècles de pas, et à chaque coin de rue, davantage de déclencheurs, davantage de souvenirs. Ici. Camille s'arrêta dans une ruelle étroite, entre 2 maisons, des murs en pisé, peints d'un rose fané, une odeur d'humidité et de moisissure. C'est ici que nous nous sommes embrassés pour la première fois. Ce n'était pas un accident. J'avais tout planifié. J'avais envoyé un message disant que je passerais ici, à midi. Tu es venu. J'ai faim de trébucher sur les pierres irrégulières. Tu m'as retenu. Et quand nos yeux se sont croisés, quand j'ai senti tes mains sur mes bras, je n'ai pas résisté. Je t'ai embrassé. Là, en plein jour, en risquant tout. Et tu m'as embrassé en retour, et le monde a disparu. Sébastien toucha le mur de la ruelle, et il sentit ses mains la retenir. Il sentit le goût de ses lèvres. Il sentit la terreur d'être découvert. Mêlé à l'extase de enfin la toucher, un souvenir si vif qu'il semblait s'être passé hier, ils continuèrent. Ils passèrent devant une petite place, une fontaine de pierre au centre. L'eau qui coule, créant un son doux. Des bancs en fer tout autour, des arbres anciens, avec des racines qui brisent les pierres du sol. Mathieu s'asseyait là, dit Camille, tous les jeudis, sous cet arbre. Il lisait des livres, et Mathieu passait, en revenant de ses livraisons, toujours le jeudi, toujours à cette heure-là, juste pour la voir, pour échanger un regard, un sourire, quand personne ne faisait attention. Et là, Sébastien désigna une rue latérale qui montait une colline escarpée. Au sommet, une église, petite, baroque, une façade jaune, avec des détails blancs, des tours jumelles avec des cloches, une porte en bois massive, l'église Saint-Michel. C'est là que tu priais, dit Sébastien, chaque semaine, le samedi à 5 heures de l'après-midi. Et je passais par hasard, toujours à 5h15, quand tu sortais, et nous échangions des regards. Et un jour, tu as laissé tomber un mouchoir, exprès, et je l'ai ramassé, et je te l'ai rendu, et nos mains se sont touchées pour la première fois. Et j'ai su que j'étais perdu, que peu importèrent les conséquences, j'étais tien. Ils entrèrent dans l'église, vide, silencieuse, sentant les vieilles bougies et le bois vieilli. Camille marcha jusqu'à l'autel, s'agenouilla, et commença à prier, en français, d'une autre époque, des mots qu'elle n'avait jamais appris, mais qu'elle connaissait. Sébastien s'assit sur un banc et observa, et pleura. Parce que là était Lucia. Là était la femme qu'il avait aimée. Il y a 275 ans, vivante, réelle, de retour. Quand elle eut terminé sa prière, elle vint s'asseoir à côté de lui. « J'ai demandé, » dit-elle doucement. « J'ai demandé que s'il y avait une vie prochaine, nous soyons libres, que l'amour ne soit pas un crime, que le pouvoir et la pauvreté ne nous séparent pas. J'ai demandé avec tant de ferveur
que j'ai senti mon cœur brûler. Et ils ont été entendus, dit Sébastien, en prenant sa main. Parce que nous voici, 275 ans plus tard, toi libre, moi libre, sans parents pour nous séparer, sans loi qui interdisent que notre amour. Mais il y a encore une barrière, dit Camille. Tu es riche, je suis femme de ménage, tu vis dans un monde auquel je n'appartiendrai jamais. Et j'ai une fille, des responsabilités, une vie qui n'inclut pas les hôtels particuliers et les bijoux coûteux. Sébastien la regarda, vraiment, et il réalisa qu'en 275 ans, les circonstances avaient changé, mais la peur était restée. La peur de ne pas être assez. La peur que des mondes différents ne se mélangent pas. Alors, changeons cela aussi, dit-il. 7 fois, faisons différemment. 7 fois. Aucune barrière ne nous séparera. Et il l'embrassa, là, dans cette vieille église où Matthieu priait, là où tout avait commencé. Il y a 275 ans, ils scellèrent un nouveau départ. Certaines personnes vont faire une pause ici, vont assimiler l'impossible, dont elles viennent d'être témoins. Si vous êtes l'une de ces personnes, si ces mots touchent quelque chose de profond en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes, à travers le monde, portent des souvenirs de vie passée, portent des connexions inexplicables avec des objets, portent des amours qui transcendent le temps. Cette histoire est pour vous, après Lyon. Tout changea. Sébastien ne pouvait plus prétendre que Camille était juste une femme de ménage, et Camille ne pouvait plus prétendre que ce collier était juste un bijou. Il l'emmena dîner, dans des restaurants chics, où elle n'avait jamais mis les pieds. Il lui acheta des vêtements, parce qu'il ne voulait pas qu'elle se sente déplacée. Il la présenta comme une amie, mais tous les deux savaient que c'était plus. Et la fille de Camille, Sophie, 8 ans, le remarqua. Maman est différente. Comment a-t-elle un jour? Elle sourit plus. C'est à cause de l'homme riche? Camille hésita. C'est compliqué, mon amour. Il te plaît? Camille réfléchit. Oui, beaucoup. Et tu lui plais? Je crois que oui. Alors, ce n'est pas compliqué, dit Sophie avec une logique d'enfant. C'est simple. Vous vous plaisez. Vous restez ensemble. Fin. Si seulement c'était aussi simple. Parce qu'il y avait des obstacles. La différence de classe. Le fait que Camille soit techniquement toujours la femme de ménage de Sébastien. Les regards qu'il recevait quand ils sortaient ensemble, les commérages, parmi le personnel de l'hôtel particulier. Et il y avait le collier, toujours le collier, parce que plus Camille le portait, plus les souvenirs revenaient, et tous n'étaient pas beaux. Certains étaient douloureux, violents, terrifiants, une certaine nuit. Camille fit un cauchemar si intense qu'elle se réveilla en criant. Sébastien, qui commençait à passer des nuits avec elle, dans son petit appartement, la serra contre lui, pendant qu'elle pleurait. « J'ai vu » sanglota-t-elle. « J'ai vu, quand ils t'ont tué. J'ai vu chaque seconde. Je t'ai vu m'appeler. Je t'ai vu mourir en pensant que je t'avais trahi. Et je n'ai rien pu faire. Je n'ai pas pu te sauver. Ce n'était pas ta faute. Mais j'ai l'impression que si. J'ai l'impression que j'aurais dû me battre plus. J'aurais dû fuir avec toi quand tu l'as demandé. J'aurais dû choisir l'amour au lieu de la sécurité. » Sébastien la berça et il réalisa que Camille portait une culpabilité de 275 ans. Une culpabilité que Matthieu n'avait jamais eu la chance de libérer. Une culpabilité qui avait transcendé les vies. « Tu dois te pardonner, » dit-il doucement. Matthieu a fait ce qu'il pouvait. C'était une autre époque. Les femmes n'avaient pas le choix. Ton père était comte. Tu étais sa propriété, essentiellement. Tu ne pouvais pas simplement t'enfuir. Mais j'aurais pu essayer. Et tu aurais été retrouvé. Et vous auriez tous les deux été tués de toute façon. Au moins, ainsi, tu as vécu 2 semaines de plus, en portant mon collier, en honorant notre amour. Cela signifie tout. Camille le regarda. Tu me pardonnes? Vraiment? Il n'y a rien à pardonner.
Sébastien essuya ses larmes. Tu as été une victime, tout comme moi. Et maintenant, nous avons une seconde chance, moi. Profitons-en. Mais il manquait encore quelque chose. Sébastien le sentait. Une pièce finale du puzzle. Et il la trouva, de la manière la plus inattendue. Il rangeait le sous-sol de l'hôtel particulier. Quand il trouva une vieille caisse, elle avait appartenu à son grand-père. À l'intérieur, de vieux papiers, des documents de famille, et là, au fond, un journal, petit, relié en cuir usé, des pages jaunies, une odeur de temps et d'histoire. Il l'ouvrit. La première page disait « Journal de Mathieu Royer, 1748 ». Le cœur de Sébastien s'arrêta. Ce journal, c'était le journal de Mathieu. Son journal, d'il y a 275 ans. Les mains tremblantes, il commença à lire. Et là, tout était là. Chaque rencontre avec Camille, chaque instant volé, chaque mot échangé, et la création de ce collier. La première entrée qu'il lut datait de mars 1748. Aujourd'hui, elle est entrée dans mon atelier pour la première fois. Elle a dit qu'elle avait besoin de faire réparer une broche. Mais j'ai vu la vérité dans ses yeux. Elle n'avait pas besoin de réparation. Elle avait besoin d'une excuse pour être ici, pour me voir. Et Dieu me pardonne. J'avais aussi besoin de la voir. Depuis des mois, je l'observe passer dans la rue, toujours accompagnée de servantes, toujours vêtue comme la noble qu'elle est. Et moi, je baisse toujours les yeux car ce n'est pas approprié. Mais aujourd'hui, elle est entrée, et elle m'a souri. Et le monde s'est arrêté. Son nom est Camille, fille du comte de Montaigne. Je ne devrais même pas respirer le même air qu'elle. Mais quand elle a souri, quand nos yeux se sont croisés, quelque chose s'est produit. Une reconnaissance. Comme si nos âmes se connaissaient déjà. Comme si nous étions juste en train de nous souvenir. Sébastien tourna les pages. Une autre entrée. Juin 1748. Aujourd'hui, Camille est revenue. La troisième fois cette semaine. Elle ne se cache plus. Elle me questionne sur le processus de fabrication de bijoux, sur l'endroit où je me procure les pierres, sur la façon dont j'ai appris ce métier. Et je réponds. Mais nous savons tous les deux que nous ne parlons pas vraiment de bijoux. Nous parlons de nous, de cette connexion impossible, de ce sentiment qui grandit même quand il ne le devrait pas. Elle a touché ma main aujourd'hui, juste une seconde, quand je lui ai rendu la broche réparée. Mais c'était suffisant. J'ai senti de l'électricité. J'ai senti mon âme reconnaître la sienne. Et par son regard, elle l'a senti aussi. Cela va mal finir. Je le sais. Mais je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas faire semblant qu'elle n'est qu'une cliente de plus. Parce que ce n'est pas le cas. Elle est quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'ai pas les mots pour décrire. Mais je le sens avec chaque fibre de mon être. Encore des pages. Septembre 1748. Nous nous sommes rencontrés en secret pour la première fois, dans le jardin à l'arrière de sa propriété, à minuit. Elle a envoyé un message par le biais d'une servante de confiance, et j'y suis allé. J'ai escaladé le mur, risquant d'être pris, risquant d'être tué. Mais ça valait la peine. Mon Dieu, comme ça valait la peine. Parce que quand je l'ai vue là, sous la lune, pieds nus et les cheveux lâchés, cela ressemblait à un rêve. Et quand nous nous sommes embrassés, quand j'ai enfin senti ses lèvres sur les miennes, j'ai su. J'ai su que peu importe ce qui arrive, peu importe les conséquences, j'aime cette femme. Je l'aime avec une intensité qui effraie. Et elle m'aime aussi. Elle l'a dit, chuchoté contre mes lèvres. Je t'aime, Mathieu. Et rien d'autre n'a d'importance. Ni mon père, ni la société, ni le monde. Seulement toi. Sébastien sauta des mois, mai 1750. J'ai décidé de faire un collier pour elle. Je ne peux pas lui offrir une bague. Ce serait trop évident. Son père le découvrirait. Mais un collier qu'elle peut cacher sous ses robes, qu'elle peut porter près de son cœur. Et ce sera ma promesse. J'ai acheté les plus belles perles que j'ai pu trouver. J'ai dépensé les économies de plusieurs années. Mais peu importe. Parce que je veux quelque chose de parfait, quelque chose de digne d'elle, quelque chose qui dise à l'univers « Cette femme est à moi, et je suis à elle, et rien ne nous séparera. »
ni dans cette vie, ni dans la prochaine. Et puis, l'entrée qui le fit pleurer, 15 août 1750. Aujourd'hui, j'ai terminé le collier. Cela m'a pris 3 mois. J'ai dépensé toutes mes économies. Mais il est parfait. Chaque perle choisie pour refléter sa pureté. Chaque courbe de l'or façonnée pour suivre la courbe de son cou. J'ai gravé à l'intérieur, là où seuls nous deux le saurons. Crème plus C éternel 1750. Parce que c'est ce que nous sommes. Éternel. Peu importe ce qui arrive, peu importe si son père nous sépare, peu importe si la mort nous trouve, ce collier nous connectera dans chaque vie, à chaque époque. Nous nous retrouverons grâce à lui, je le promets. Et Mathieu Royer ne brise jamais ses promesses. Je vais le lui donner ce soir, dans notre jardin secret. Et je vais lui demander de le porter toujours, de se souvenir toujours, de ne jamais oublier que nous sommes des âmes sœurs, nées pour se rencontrer, vie après vie, siècle après siècle. Sébastien referma le journal avec révérence. Il regarda le collier que Camille portait maintenant toujours. Et il comprit. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le destin. Une promesse accomplie à travers les siècles. Mathieu avait promis. Et l'univers avait entendu. Et 275 ans plus tard, il avait livré. Camille. Il l'appela. Elle était dans la cuisine, en train de préparer du café. « J'ai besoin de te montrer quelque chose. » Quand elle vit le journal, quand elle lut les entrées, elle tomba à genoux. Parce que là, il y avait la preuve finale. La preuve que tout était réel, que leur amour avait existé, que la promesse avait été faite, que le collier avait toujours été synonyme de retrouvailles. Mais il y avait plus. La dernière entrée du journal était différente. Datée du 21 août 1750. Un jour avant la mort de Mathieu, l'écriture était tremblante. Des taches qui ressemblaient à des larmes brouillaient certains mots. Mais le message était clair, désespérément clair. Ils m'ont trouvé, les hommes du conte. Je les ai vus à travers les fentes de la fenêtre. Ils sont 6, armés. Je n'ai nulle part où fuir. Je n'ai aucun moyen de me battre. Un artisan contre 6 soldats. Ce n'est pas un combat. C'est un massacre. Demain, à l'aube, je vais mourir. Je le sais avec une certitude qui glace le sang, mais apporte aussi une étrange paix, parce qu'il n'y a plus d'espoir d'échapper, seulement l'espoir de ce qui vient après. Le comte a ordonné à ses hommes de ne pas m'arrêter, mais de m'éliminer, parce que je suis un problème qui doit disparaître. Je suis le pauvre qui a osé aimer au-dessus de sa classe, le bijoutier qui a osé toucher la fille du noble. Je ne peux pas fuir car il me trouverait. Je ne peux pas me battre car je mourrais de toute façon. Mais une chose que je peux faire, je peux écrire. Je peux laisser une trace. Je peux garantir que cette histoire ne mourra pas avec moi. Camille a le collier. Elle le porte jour et nuit depuis que je le lui ai donné. Tant qu'elle l'aura. Tant que ce métal touchera cette peau. Nous sommes connectés. Des âmes entrelacées à travers un objet physique. C'est une magie que je ne comprends pas. Mais je la sens. Profondément. Et quand elle partira aussi. Parce que je sais qu'elle partira. Parce que son cœur est trop doux pour supporter cette douleur. Quand nous nous retrouverons de l'autre côté du voile, nous recommencerons. Sans compte, sans classe, sans barrière, seulement des âmes libres. Et s'il y a une réincarnation, comme le disent les sages anciens, s'il y a des vies futures qui nous attendent dans des avenirs lointains, nous nous retrouverons grâce à ce collier. Je le garantis avec ma dernière volonté, ma dernière promesse, ma dernière prière. Que le collier survive à ma mort, survive à la tombe de Camille, survive au siècle, qu'il passe de génération en génération, qu'il soit volé, vendu, oublié, redécouvert, qu'il voyage à travers le temps jusqu'à revenir à moi, parce que je reviendrai. Je le sais avec une certitude qui n'a pas besoin de foi, seulement une connaissance profonde de l'âme. Et quand je reviendrai, quand le collier arrivera jusqu'à moi à travers des coïncidences impossibles qui sont en réalité le destin, je saurai, je reconnaîtrai, et je la retrouverai toujours, dans chaque vie, dans chaque siècle, dans chaque existence, pour toujours.
Mathieu plus Camille. Éternel, c'est mon dernier mot dans cette vie. Éternel. Camille ne put continuer sa lecture. Elle serra le journal contre sa poitrine et pleura. Elle pleura pour Mathieu, mort si jeune. Elle pleura pour Catherine qui n'avait pu supporter de vivre sans lui. Elle pleura pour 275 années de séparation. Et elle pleura face à l'impossible beauté de les voir réunis de nouveau. Sébastien la serra dans ses bras. Et tous deux pleurèrent, libérant des siècles de douleur, libérant une culpabilité ancestrale, libérant des promesses restées en suspens jusqu'à ce jour. Et alors, tandis qu'ils s'étreignaient, tandis qu'ils pleuraient et se consolaient ensemble, Sébastien eut une idée. « Le collier, dit-il, il faut le rendre. » « Quoi ?» Camille se recula. « Pourquoi ? Parce qu'il a rempli sa fonction. Il nous a réunis. Mais il appartient encore à Catherine. Il est encore lié à sa tombe. Nous devons boucler la boucle, le rendre à son lieu de repos, le laisser en paix. Mais alors, je n'aurai plus rien de toi, rien de nous. Si. » Sébastien sourit. « Parce que je vais en faire un nouveau. Je vais créer un nouveau collier, exactement comme celui-ci. Chaque détail, chaque perle, chaque courbe, mais neuf. Pour notre nouvelle vie, l'ancien reste dans le passé. Le nouveau nous accompagne vers l'avenir. » Camille sourit à travers ses larmes. « Tu ferais ça ? Je le ferai. Je suis joaillier, tu te souviens ? C'est dans mon sang, dans mon âme. Je vais honorer Mathieu en recréant ce qu'il a créé. Et je vais honorer Catherine en libérant ce qu'elle a porté jusqu'à la mort. » Et ainsi ils décidèrent. Ils voyageraient à Lyon. Ils trouveraient le tombeau de Catherine et rendraient le collier à sa place d'origine. Le voyage fut silencieux, chargé d'émotions. Sébastien conduisait. Camille tenait le collier pour la dernière fois. Sophie, à l'arrière, lisait des livres, inconsciente du poids de ce qui se passait. Le cimetière était ancien, les tombes de pierre couvertes de mousse, et là, dans un coin préservé, il était écrit « Catherine Marie de Montaigne, 1731-1750. Fille bien-aimée, repose en paix. » Sébastien prit des outils. Avec soin, il ouvrit le tombeau, sans le profaner, créant juste assez d'espace pour remettre le collier. Camille s'agenouilla près de la tombe, serra le collier une dernière fois. « Merci, » murmura-t-elle, « d'avoir attendu, de m'avoir trouvé, de nous avoir donné cette seconde chance. Repose maintenant. Nous sommes libres, nous sommes ensemble. Tu peux te reposer. » Et elle plaça le collier à l'intérieur. Sébastien referma le tombeau avec révérence. Et là, dans ce cimetière antique, 275 années d'histoire furent enfin achevées. Si vous n'avez pas ressenti de frisson, relisez. Parce que ce qui vient de se passer n'est pas seulement une histoire, c'est une guérison. C'est la preuve que les objets peuvent porter des âmes, que les promesses peuvent survivre au siècle, que l'amour véritable ne meurt jamais. Il attend juste la bonne occasion de recommencer. Dans les mois qui suivirent, Sébastien travailla. Chaque soir, après son travail, il se rendait dans son atelier particulier. Et il créait, recréait. Chaque perle choisie avec le même soin que Mathieu l'avait fait. Chaque détail de l'or façonné avec la même dédicace. Camille ne pouvait pas voir. C'était une surprise, mais elle savait ce qu'il faisait. Elle le sentait, parce que leur connexion allait maintenant au-delà du physique. C'étaient des âmes entrelacées, reconnues, réunies. Et lors d'une soirée particulière, 3 mois après avoir rendu l'ancien collier, Sébastien l'appela dans le jardin de l'hôtel particulier. Là, sous la pleine lune, exactement comme Mathieu l'avait fait il y a 275 ans, il s'agenouilla. « Camille Catherine Vargas, dit-il, en 1750, je t'ai promis que ce collier nous connecterait pour toujours. Et il l'a fait. Mais ce collier est en paix maintenant. Celui-ci. » Il ouvrit une boîte, révélant un collier identique mais neuf. « Celui-ci est le nôtre. Pour cette vie. Pour toutes les prochaines. Pour toujours. » Il plaça le collier autour de son cou, identique à l'ancien, mais neuf, propre, libre de la douleur du passé.
Portant seulement la promesse de l'avenir, Camille pleura. Sébastien pleura. Sophie, cachée derrière un arbre, pleura aussi. « Cette fois, nous ferons différemment, » dit Sébastien. « Cette fois, il n'y a pas de compte pour nous séparer. Pas de loi contre notre amour. Pas de mort qui attend. Seulement la vie. Seulement nous. Pour toujours. » Et il l'embrassa. Sous la même lune qui avait témoigné de Mathieu et Catherine. Sous les mêmes étoiles. Mais à une époque différente. Dans des circonstances différentes. Dans une fin différente. Parce que cette fois, l'amour a vraiment gagné. Complètement. Finalement. Éternellement. Cette histoire ne devrait pas exister. Mais elle doit être racontée. Parce que quelque part, quelqu'un tient un objet et ressent quelque chose d'inexplicable. Quelque part, quelqu'un vient de rencontrer une autre personne, mais a l'impression de la connaître depuis des siècles. Quelque part, des promesses anciennes attendent d'être tenues. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si chaque mot a résonné en vous, il est peut-être temps de faire attention aux signes. Ils se marièrent 6 mois plus tard, pas lors d'une cérémonie grandiose, mais à Lyon, dans la même église où Catherine priait, où Mathieu passait juste pour la voir, où tout avait commencé. L'église était vide, à l'exception d'eux, de Sophie et d'un prêtre âgé, qui raconta que sa grand-mère parlait d'un amour tragique entre un joaillier et une noble il y a des siècles, et qu'elle priait toujours pour que leurs âmes se retrouvent. Lorsque Sébastien passa la bague au doigt de Camille, lorsqu'ils se dirent oui l'un à l'autre, un rayon de soleil entra par la fenêtre de l'église et illumina exactement le nouveau collier qu'elle portait. Comme si quelque chose, quelqu'un, bénissait. Mathieu et Catherine se sont finalement mariés, 275 ans en retard. Mais chaque seconde d'attente en valait la peine. Après le mariage, Sébastien vendit l'entreprise, tous les bijoux, toutes les antiquités. -1, le journal de Mathieu. Celui-là, il le garda. Parce qu'il faisait partie de leur histoire, de leurs âmes. Avec l'argent, il ouvrit une petite bijouterie à Lyon, ville où tout avait commencé. Il acheta, ironiquement, le bâtiment exact où Mathieu avait son atelier il y a 275 ans. La structure était en mauvais état. Il fallut tout rénover, mais il en garda l'essence. Porte en bois bleu restaurée. Fenêtres du 2e étage retrouvant leurs vitres. Plaque simple. Royer joaillerie. Depuis 1748. Et là, au rez-de-chaussée, qui était autrefois l'atelier de Mathieu, Sébastien créait des pièces uniques, chacune avec une histoire, chacune avec une âme. Continuant l'héritage qui avait traversé les siècles, il n'utilisait pas de machines modernes. Il faisait tout à la main, comme Mathieu l'avait fait. Feu, marteau, moules anciens. Parce que certains arts ne doivent pas être modernisés, ils doivent être préservés. Camille travaillait avec lui, non plus comme femme de ménage, mais comme partenaire, égal, copropriétaire. Elle avait un talent naturel pour identifier les pierres. Une cliente entrait, Camille la regardait pendant 3 secondes et elle savait. Elle savait de quelle pierre la personne avait besoin, quelle couleur, quelle forme. Comme si son âme se souvenait de toutes les fois où Catherine avait porté des bijoux, de toutes les conversations sur les gemmes qu'elle avait eues avec Mathieu. La boutique devint célèbre, pas grâce au marketing, grâce au bouche à oreille. Parce que chaque bijou qui en sortait avait quelque chose, une énergie, une présence. Les clients rapportaient qu'ils ressentèrent de la paix en portant les pièces, qu'ils ressentaient une connexion, qu'ils avaient l'impression que cela avait été fait spécifiquement pour eux. Et c'était vrai, parce que Camille et Mathieu mettaient une intention dans chaque pièce. De l'amour, de l'histoire, une âme, une histoire en particulier, devint une légende dans Lyon. Un jour, une femme entra, âgée, 80 ans passés, portant une vieille boîte. Elle l'ouvrit, en tremblant. À l'intérieur, il y avait une bague, en vieil or, une améthyste au centre, belle, mais abîmée. « Pourriez-vous la réparer ?» demanda-t-elle. C'était celle de ma grand-mère. Elle disait qu'elle avait une histoire spéciale, mais elle ne l'a jamais racontée. Mathieu prit la bague, l'examina avec une loupe et se figea à l'intérieur de l'anneau, gravé en lettres minuscules.
Mathieu pour Anna, 1752. Il regarda Camille. Elle s'approcha. Lutte. Et des larmes jaillirent. Votre grand-mère, demanda Mathieu, d'une voix contrôlée. Quel était son nom complet? Anna Royer, répondit la femme. Elle est morte à 93 ans, quand j'en avais 15. Elle disait toujours que cette bague avait de la magie, qu'elle lui avait apporté le véritable amour. Et elle m'a demandé de la transmettre à ma petite fille, quand le moment serait venu. Camille et Mathieu échangèrent un regard. Anna Royer, la sœur cadette de Mathieu. Ils se souvenaient. Pas avec les souvenirs de Mathieu, mais avec ceux de Mathieu. Anna avait 8 ans quand il est mort. Il avait fait cette bague pour elle, avant de mourir, pour qu'elle ait quelque chose de lui, pour qu'elle se souvienne. Cette bague, dit Mathieu, prudemment, a été faite par mon ancêtre, Mathieu Royer, en 1752, 2 ans après sa mort. Il se corrigea mentalement, mais dit « Il l'a faite avec beaucoup d'amour ». La femme écarquilla les yeux. « Vous connaissez l'histoire ? » « Nous la connaissons, dit Camille, gentiment, et nous allons la réparer avec le plus grand soin, comme Mathieu le ferait, comme il l'aurait voulu. » Cela prit 2 semaines. Mathieu travailla sur la bague tous les soirs. Il nettoya l'or, polit l'améthyste, renforça la structure sans altérer le design original. Et quand elle fut prête, elle brillait comme neuve, comme si 273 ans ne s'étaient pas écoulés. La femme pleura quand elle la vit, pleura et les embrassa tous les deux. Et quand elle partit, elle laissa un mot. « Vous avez quelque chose de spécial ici, quelque chose qui transcende le commerce. Gardez cela. Le monde en a besoin. » Ces histoires se multiplièrent. La bijouterie devint plus qu'un magasin. Elle devint un sanctuaire, un lieu où les gens allaient, non seulement pour acheter des bijoux, mais pour sentir une connexion, de l'histoire, l'amour qui avait traversé le temps. Et Sophie grandit entourée de cela, d'amour, d'histoire, de magie qui n'avait pas besoin d'explication. Elle apprit dès son plus jeune âge que le monde contient plus de mystères que d'explications, que les âmes sont réelles, que l'amour transcende tout. Elle passait des après-midi entiers dans la boutique, à regarder son père travailler, à écouter sa mère parler avec les clients, à absorber chaque leçon sur les pierres, les métaux et le plus important, sur l'intention. 1 an après leur mariage, quelque chose de spécial arriva. Camille tomba enceinte. Quand le bébé naquit, un garçon en parfaite santé, avec les yeux verts comme Mathieu, les cheveux noirs comme Camille. Ils l'appelèrent Mathieu, parce que certains noms doivent continuer, certaines histoires doivent être honorées, certains amours doivent être célébrés à travers les générations. Et quand Mathieu, le fils, eut 3 ans, il fit quelque chose qui glaça le sang des 2 parents. Il jouait dans l'atelier. Mathieu travaillait sur un collier, perles et or. Un projet complexe pour une cliente. Et le garçon, qui n'avait jamais vu l'ancien collier, qui ne connaissait pas l'histoire complète, qui était trop jeune pour comprendre, pointa du doigt avec son petit doigt et dit « C'est le collier que tu as fait pour maman quand elle était princesse. » Mathieu s'arrêta. Le marteau figé en l'air. Camille, qui rangeait les pierres sur le comptoir, se retourna brusquement. « Qu'est-ce que tu as dit? Mon amour ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Ce collier. » Mathieu pointa de nouveau. « Tu l'as fait pour maman, quand elle était princesse. Et toi, tu étais l'homme qui faisait des bijoux, et son père était en colère, et des hommes sont venus, et tu es parti. Et maman a beaucoup pleuré. Mais maintenant, tu es revenu, et maintenant, vous êtes ensemble, et maintenant, tout va bien. » Mathieu et Camille échangèrent un regard, un choc absolu sur leur visage. Comment savaient-ils? Ils n'avaient jamais raconté en détail. Ils n'avaient jamais montré de photos. Le garçon avait 3 ans, seulement 3 ans. Quand tu étais princesse. Maman. Mathieu continua.
avec l'innocence d'un enfant qui ne comprenait pas le poids de ce qu'il disait. « Et tu étais pauvre, papa, mais vous vous aimiez. Et ensuite, tu es mort. » Et maman a beaucoup pleuré. Elle est tombée malade. Elle a arrêté de manger. Mais maintenant, elle va bien. Vous êtes ensemble de nouveau. Et vous allez rester ensemble toujours. 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 Camille s'agenouilla devant son fils, lui prit les épaules gentiment. « Comment sais-tu cela, mon amour? Qui te l'a raconté? » Personne ne l'a raconté. Mathieu secoua la tête. « Je sais juste, tout comme maman sait quelle pierre est bonne, juste en regardant. Tout comme papa sait faire des colliers, même en dormant. Tout comme Sophie sait lire vite, sans apprendre. On sait juste, parce qu'on a toujours su. Parce qu'on l'a déjà fait avant. Plusieurs fois. Et là, dans ce petit atelier à Lyon, à cet endroit précis où Mathieu Original avait travaillé, il y a 275 ans. Mathieu et Camille comprirent. Les âmes ne reviennent pas seulement, elles continuent, à travers les générations, à travers les vies, à travers un amour qui est trop fort pour être contenu dans une seule existence. Et parfois, des souvenirs s'échappent, surtout chez les enfants, qui n'ont pas encore appris à bloquer, qui se souviennent encore. D'où ils viennent. Mathieu grandit spécial. Il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Il savait des choses qu'il ne devrait pas savoir. Et à 18 ans, quand Mathieu l'emmena choisir une profession, il n'hésita pas. « Je veux être bijoutier, comme toi, comme l'ancien Mathieu. Parce que c'est ce qu'on fait, c'est qui on est. » Et il le devint. Il étudia le métier avec Mathieu, apprit chaque technique, mais pas seulement les techniques. Il apprit la philosophie, l'intention, l'amour qui doit aller dans chaque pièce. Et quand il eut 25 ans, il créa son premier chef-d'œuvre, un collier, perles et or, identique à celui que le Mathieu Original avait fait, mais pour sa propre petite amie. Une jeune fille de Lyon, descendante d'une famille humble, et quand il lui donna le collier, quand il vit ses yeux se remplir de larmes, il sut. Le cycle continuait. L'amour transcendait les générations. Sophie grandit différente. Alors que Mathieu suivait le chemin des bijoux, Sophie suivit le chemin de la connaissance. À 15 ans, elle dévorait déjà des livres d'histoire, la France d'Ancien Régime, la région de Lyon, les familles nobles, et un jour, en faisant des recherches pour l'école, elle trouva les registres de la famille de Montaigne, les registres de Catherine et de Mathieu Royer, et de la tragédie. Et elle pleura en lisant sur ses propres parents, sur les âmes qu'ils furent, sur l'amour qui avait survécu, quand il n'aurait pas dû. Elle devint historienne, se spécialisa dans la France d'Ancien Régime, écrivit une thèse sur Catherine de Montaigne, sur le bijoutier qu'il aima, sur le collier qui les connecta à travers les siècles. La thèse fut publiée, devint un livre. Le livre devint un best-seller local. Et soudain, l'histoire de Mathieu et Camille, de Mathieu et Catherine, n'était plus seulement la leur. Elle était celle de tous. Elle était la preuve pour le monde que l'amour transcende, que les âmes reviennent. De ces promesses faites sont des promesses tenues. Même si cela prend 300 ans, leur boutique devint une légende, pas seulement à Lyon, mais dans toute la France. Les gens vinrent de loin, de Paris, de Marseille, de Lille, même des touristes internationaux, non seulement pour acheter des bijoux, mais pour écouter l'histoire, pour toucher l'endroit où Mathieu avait travaillé, pour voir où Camille avait vécu de l'autre côté de la rue, pour sentir la magie qui persistait dans l'air. Et Sébastien et Camille recevaient tout le monde. Ils racontaient l'histoire sans honte, sans peur d'être traités de fous, parce qu'ils avaient des preuves. Le journal, les archives historiques, le collier de perles originales qui avait été rendu à la tombe, mais photographié avant, les visions que tous deux partageaient. Et plus important encore, ils étaient sûrs d'une certitude intérieure, une certitude de l'âme, qui n'a pas besoin de validation externe. Les années passèrent.
Mathieu, fils, se maria. Il eut 3 enfants. Sophie se maria. Elle en eut 2. Les petits-enfants remplirent la boutique de vie, de rire, d'un chaos magnifique. Et Sébastien et Camille, maintenant grands-parents, observaient avec une gratitude poignante. Un des petits-enfants, une petite fille de 5 ans, prénommée Camille en hommage évident, fit quelque chose de spécial un jour. Elle jouait dans la boutique. Elle trouva un vieux tiroir. À l'intérieur, il y avait des croquis, de vieux dessins de bijoux. Et elle les prit, les porta à Sébastien. « Papy, c'est beau ça. C'est toi qui as dessiné ?» Sébastien regarda, et des larmes jaillirent, parce que ces dessins n'étaient pas de lui. Ils étaient de Mathieu. Mathieu Ier. D'il y a 275 ans, des croquis de projets qu'il n'avait jamais pu réaliser, parce qu'il était mort avant. Non, mon amour, ça, c'était Mathieu d'avant, le premier Mathieu. « Je peux tous les voir ?» demanda Camille avec des yeux brillants. « Tu peux. » Et elle s'assit par terre et passa des heures à regarder chaque dessin, les touchant avec révérence. Et quand elle eut terminé, elle regarda Sébastien avec un sérieux étrange pour une enfant de 5 ans. « Papy, ils sont tristes. »« Pourquoi, mon amour ? » ?»« Parce qu'il ne les a jamais faits. Il voulait les faire, mais il n'a pas eu le temps. Mais peut-être que toi tu peux les faire. Peut-être que tu peux faire les bijoux qu'il n'a pas faits, pour que les dessins ne soient plus tristes. » Sébastien regarda Camille. Elle sourit à travers ses larmes, et il sut. C'était un signe, un dernier projet. Honorer Mathieu en faisant ce qu'il n'avait pas pu faire, et ainsi à 70 ans. Sébastien commença. Il prit chaque croquis de Mathieu et créa, un par un, 19 projets. 19 bijoux que Mathieu avait rêvés mais n'avait jamais fait. Cela prit 2 ans. Chaque pièce faite avec amour, avec respect, avec honneur. Et quand il eut terminé, il organisa une exposition dans la boutique. Il l'appela « Rêve accompli ». 19 bijoux de Mathieu Royer, 1750-2027. 277 ans plus tard, l'exposition attira des foules. Le journal local en parla, puis le journal national, puis l'international, l'histoire du joaillier mort avant d'avoir pu accomplir ses rêves, et du descendant 277 ans plus tard qui les a accomplis. C'était de la poésie, c'était de l'amour. C'était la preuve que rien n'est perdu. Tout est simplement reporté jusqu'au moment opportun. Et le collier ancien? Il resta dans la tombe de Camille, en paix, sa mission accomplie. Mais de temps en temps, des visiteurs du cimetière rapportaient avoir vu une lumière étrange venant de cette tombe spécifique. Comme si quelque chose là-bas brillait encore, comme si la promesse vibrait encore à travers les siècles. Un soir, déjà âgés, Sébastien et Camille s'assirent dans le jardin de leur maison, la même vue que Lyon offrait depuis des siècles, les mêmes étoiles qui avaient été témoins de Mathieu et Camille. « Tu penses qu'on va se retrouver de nouveau ?» demanda Camille. « Dans la prochaine vie ?» Sébastien serra sa main, toucha le nouveau collier qu'elle portait encore tous les jours. « Absolument, parce que maintenant je connais le secret. » Quel secret? Que l'amour véritable laisse des marques, sur l'âme, dans le temps, dans l'univers, et ces marques deviennent des pistes, des guides, pour que les âmes retrouvent toujours le chemin l'une vers l'autre. Nous allons nous retrouver, nous le ferons toujours, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que nous existons. Camille sourit. Et tu vas me faire un collier de nouveau? Toujours. Sébastien l'attira contre lui. Dans chaque vie, dans chaque siècle, je chercherai les meilleures perles, je façonnerai l'or parfait, et je créerai quelque chose qui dira au monde, ces 2 âmes sont éternelles. Et quand tu me le donneras cette fois, au moment opportun, Sébastien embrassa son front, et tu le sauras, tu reconnaîtras, comme tu as reconnu cette fois, comme tu le reconnaîtras toujours. Parce que les âmes sœurs ne sont pas trouvées, ils réalisèrent, elles sont reconnues, à travers des objets, à travers des contacts, à travers des regards qui portent des mémoires de vies entières. Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette histoire, si chaque mot a touché quelque chose de profond en vous, alors faites quelque chose,
regardez autour de vous. Les objets qui vous attirent sans raison. Les personnes qui semblent familières, même si elles sont étrangères. Les connexions qui défient la logique. Parce que peut-être, juste peut-être, votre âme aussi est en train de reconnaître, est en train de se souvenir, est en train d'accomplir des promesses faites il y a des siècles. Et si vous avez un objet comme ça dans votre vie, si vous avez une connexion comme ça, n'ignorez pas, ne rationalisez pas, sentez simplement, parce que certains cadeaux prennent des vies entières à être livrés. Et quand ils arrivent finalement, il vaut mieux que vous fassiez attention. Avez-vous déjà ressenti une attraction inexplicable pour un objet ancien? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et senti que vous l'aviez toujours connu? Quelle histoire de connexion impossible n'avez-vous jamais racontée? Commentez ici, en bas. Parce que vos histoires importent, vos connexions importent, vous importez. Sébastien et Camille vécurent encore 20 ans heureux. Ils virent leurs petits-enfants grandir. Ils virent la joaillerie prospérer. Ils virent Lyon changer mais l'essence rester. Et quand le moment de partir arriva, quand Camille tomba malade et qu'ils surent que c'était une question de temps, Sébastien fit une dernière chose. Il créa un collier, différent cette fois, plus simple. Juste une perle, une chaîne en or, mais gravée à l'intérieur. Invisible pour tous, sauf pour ceux qui sauraient chercher. S plus C plus M plus C, éternel, 2025. À la prochaine. Il le mit à son cou, à l'hôpital. Elle le serra avec des mains faibles, mais heureuses. Cette fois, c'est moi qui pars en premier, murmura-t-elle. Mais ne tarde pas, ne fais pas comme Camille, n'abandonne pas la vie. Jamais. Sébastien embrassa ses mains. Je vais vivre, je vais profiter de chaque seconde. Et quand mon heure viendra, je te chercherai, de l'autre côté, et on recommencera. Tu promets? Je promets, avec toutes mes vies, tous mes siècles, toutes mes âmes. Je promets. Camille ferma les yeux, souriant, serrant le collier, et partit en paix, sachant que ce n'était pas un adieu, juste un au revoir. Sébastien vécut encore 5 ans. Il créa des colliers. Il raconta des histoires. Il aima ses petits-enfants. Et toujours, il portait une bague avec l'inscription M plus C plus C plus C, cercle complet. Quand son heure arriva finalement, ses dernières pensées furent de gratitude. Pour avoir retrouvé, pour avoir aimé, pour avoir prouvé que la mort n'est pas une fin. C'est juste une transition, une pause, une respiration avant le prochain chapitre. Et quelque part, entre ce monde et le prochain, 2 âmes se rencontrèrent de nouveau. Nul besoin de mots, nul besoin d'explications. Juste une reconnaissance, un étreinte, et la certitude que peu importe le nombre de vies à venir, ils se retrouveront toujours, ils s'aimeront toujours, ils créeront toujours des colliers qui promettent l'éternité. Car certains amours ne tiennent pas en une seule vie, ils en nécessitent une multitude. Et quand on en rencontre un de cette trempe, il faut le chérir, l'honorer, le célébrer, parce que c'est rare, parce que c'est précieux, parce que c'est éternel, tout comme les perles qui attendent des siècles pour trouver celle qui les portera, tout comme l'or que l'on façonne et refaçonne jusqu'à atteindre la perfection, tout comme les âmes qui se cherchent à travers les vies jusqu'à enfin s'accomplir, C plus L, P plus A, éternel, toujours, à jamais.